Imagine que tu te tiens à Oxford, tenant la main de ta mère. Elle tient la main de sa mère, ta grand-mère. Ta grand-mère tient la main de ton arrière-grand-mère, créant ainsi une chaîne. La chaîne s'étend jusqu'en Cornouailles, jusqu'à ce qu'elle atteigne Land's End et ne puisse aller plus loin. Quelque part près de Cirencester, ceux qui se tiennent la main seraient des Homo erectus. Vers Taunton, ils ressembleraient à Lucy, l'Australopithèque. Et debout sur les rochers de Land's End se tiendrait l'ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés. Maintenant, de son autre main, la matriarche de Land's End saisit la main d'une autre fille. Cette fille tient la main de sa fille, et ainsi de suite. Une chaîne parallèle serpente maintenant le long de la route qui remonte vers Oxford. Les deux chaînes de cousines de plus en plus éloignées se font face tout au long du chemin. Et lorsque la chaîne des filles atteint Oxford, nous avons des chimpanzés modernes face à face avec des humains modernes. Ces cousines modernes qui se font face appartiennent, bien sûr, à des espèces complètement différentes. Elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Pourtant, à chaque étape de la chaîne des ancêtres, en passant par le virage en épingle à Land's End et en revenant à Oxford, chaque individu appartient à la même espèce que son voisin. Il y a un changement progressif, si progressif qu'il est bien en dessous du seuil de perception. Une autre façon d'essayer de comprendre le concept d'évolution qui se produit sur une échelle de temps immense est d'imaginer une photo de vous-même, prise chaque jour tout au long de votre vie, depuis le jour de votre naissance jusqu'à ce matin même où vous vous êtes réveillé. Si vous alignez toutes les photos prises de vous et que vous les regardez une par une, jour après jour, dans le bon ordre, vous ne pourrez pas détecter de différence entre vous un jour et la photo de vous le lendemain. Vous ne pourrez pas faire de distinction claire entre le moment où vous êtes passé de bébé à tout petit ou de celui où vous êtes passé d'adolescent à adulte. Mais cela s'est produit progressivement, tout comme l'évolution biologique s'est produite au fil de milliers et de millions de générations. Donc, si vous regardez vos photos et que vous sautez une année à chaque fois entre chaque photo, vous pourrez voir une différence claire. Et si vous aviez une photo de chacun de vos ancêtres jusqu'au tout premier organisme et que vous faisiez de grands sauts entre chaque photo, de milliers voire de millions de générations à la fois, vous pourriez voir une distinction claire entre les espèces dont nous sommes issus, notre arbre généalogique. Nos cerveaux sont, sans aucun doute, les choses les plus complexes que nous ayons jamais rencontrées. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens nous considèrent comme des chefs-d'œuvre de conception qui prouvent l'existence d'un concepteur intelligent. Mais si nous examinons réellement comment la vie est apparue grâce à l'évolution biologique, nous découvrons un certain nombre de caractéristiques extrêmement inattendues, compte tenu du théisme. Le processus évolutif entraîne un gaspillage énorme et est inefficace. Quand on crée quelque chose, on essaie d'en concevoir le meilleur plan à l'avance, puis on le construit selon ce plan. La sélection naturelle, le principal moteur de l'évolution, crée en essayant au hasard un grand nombre de conceptions possibles, puis en éliminant toutes les erreurs. Eh bien, ce serait comme un ingénieur qui essaierait de construire un pont en testant au hasard toutes les configurations possibles, le laissant s'effondrer jusqu'à ce que, par pur hasard, l'une d'elles tienne debout. Eh bien, ce n'est pas de la conception, c'est de la folie. De plus, comme l'évolution doit opérer en apportant des modifications progressives à des structures préexistantes, elle laisse les organismes avec de nombreux traits qui sont fonctionnellement inutiles, voire dysfonctionnels. Prenez les êtres humains, par exemple. Les ouvertures pour respirer et avaler sont si proches que nous nous étouffons souvent, alors qu'elles n'étaient pas obligées de l'être. Notre appendice, apparemment inutile, mais sujet aux infections, parfois mortelles. Le canal de naissance est trop étroit, ce qui augmente les risques de blessures, voire de décès lors de l'accouchement. La liste continue. De plus, nous savons que presque toutes les espèces ayant jamais existé sur Terre ont disparu. Chaque musée d'histoire naturelle est un cimetière d'expériences ratées. Le gaspillage, l'inefficacité et l'imperfection de l'évolution biologique sont plus probables. En partant du principe qu'il s'agit d'un mécanisme causal aveugle, sans esprit et au pouvoir limité, cela est plus probable que si l'on suppose qu'il s'agit de l'instrument,
d'une manière ou d'une autre, d'une intelligence toute-puissante et rationnelle. Il serait surprenant qu'un tel être choisisse de créer la vie de cette manière. Vous ne pouvez pas espérer atteindre la vérité sur la réalité si cette vérité est contaminée par un biais subjectif. Et le biais subjectif est précisément le cœur du problème lorsque nous observons les manifestations influentes actuelles du biais antiscientifique. Nous croyons d'abord, puis cherchons des preuves pour confirmer, raisonnement motivé, biais de confirmation, biais rétrospectif, etc. Et les personnes intelligentes croient à des choses étranges parce qu'elles sont vraiment douées pour ça. Donc la question est, est-ce que toutes les croyances qui sont générées de cette façon, est-ce qu'il y a un moyen de contourner ces biais cognitifs? Et la réponse est oui, c'est la science. La méthode scientifique a été développée au fil des siècles précisément pour cette raison. En commençant par Francis Bacon qui affirmait que nos problèmes cognitifs déforment notre perception. En commençant par la rame dans l'eau qui semble courbée alors que vous savez qu'il ne l'est pas mais il a vraiment l'air courbé. Je ne peux pas toujours faire confiance à ma vision. Et ainsi de suite. Et maintenant, nous savons grâce aux psychologues cognitifs qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne pouvons pas faire confiance. C'est pourquoi il faut avoir des collaborateurs dans vos recherches. Il faut avoir une évaluation par les pairs. Il faut que les études soient répliquées. Il faut avoir, vous savez, plusieurs sources de preuves qui convergent, juste pour renforcer notre confiance, pour être sûr que ce n'est pas simplement moi qui me trompe tout seul dans ma tête, que je me suis égaré et que je deviens fou. Mais je le suis beaucoup. Voilà pourquoi les gens m'écrivent avec leurs théories de physique. Newton et Einstein avaient tort. J'ai tout résolu ce week-end dans mon garage. J'accepterai de partager le prix Nobel si vous m'aidez avec les maths. Vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Je ne fais pas les maths. Il faut aller voir le professeur de physique du lycée local et lui en parler. Il faut aussi voir ce que font les autres. La science est une communauté très sociale. Et c'est ce qui nous aide à sortir de ce problème qui consiste à générer des croyances n'importe comment, puis à chercher des preuves pour les soutenir. Ces croyances sont des affirmations sur la réalité du monde. Tout le monde essaie de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'adapter notre comportement pour traverser cette situation d'une manière compatible avec le bonheur. Et la religion est une stratégie pour y parvenir. Et c'est ça. Il se trouve simplement que c'est une stratégie qui repose de façon remarquable sur des mensonges et l'auto-tromperie. Et donc, je soutiens que c'est le mauvais outil pour cette tâche. Ensuite, il y a l'accusation d'arrogance, de prétendre tout savoir, mais la science est humble, elle doit l'être. Nous aimons ce que nous ne connaissons pas parce que cela nous donne quelque chose à faire. Donc je pense que Jerry regarde à travers le télescope le monde naturel, mais il le regarde dans le mauvais sens. Il a l'objectif pointé de ce côté. Il pense que l'univers tourne autour de nous. Si tu regardes à travers le télescope dans le mauvais sens, qu'est-ce que tu vas voir? C'est comme si l'univers avait été créé pour nous, les êtres humains. Ce que Jerry a, ce n'est pas une théologie. Ce que Jerry a, c'est une moiologie. C'est à propos de moi, c'est à propos de nous. Nous avons été créés. L'univers existe pour que notre espèce soit spéciale. Quand tu fais vraiment preuve d'humilité, quand tu es vraiment assez courageux pour réaliser que nous vivons seuls dans un univers qui s'en fiche, alors tu peux décider que c'est à nous de nous en soucier. Voilà donc les raisons pour lesquelles je n'ai aucune croyance en une quelconque forme de Dieu. Crois si tu veux, et foi en Jésus-Christ si tu en as besoin. Mais ne te rends pas vulnérable à la raison et aux preuves. N'exige pas que ta croyance soit raisonnable. Tu seras menacé de perdre ta foi. Il se peut bien que tu perdes ta foi. Ceux qui ont perdu leur foi en Dieu sont généralement ceux qui ont ressenti le besoin de bonnes raisons, de preuves, d'arguments. Il vaudrait mieux que tu prennes comme slogan « Credo quia absurdum ». Je crois parce que c'est absurde.